Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans notre rendez-vous hebdomadaire consacré à la géopolitique. Je veux parler de l'émission Le Monde tel qu'il est. Je suis Vincent Lequen. C'est la 43e édition de notre émission depuis sa création. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous un sujet qui est en pleine actualité, qui hante même l'actualité internationale depuis plus de 3 ans. Et bien sûr, il s'agit de la résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On en est à cet instant de ce conflit qui perdure, qui a beaucoup de mal à faire réunir les deux parties autour d'une table. Et donc c'était un petit peu l'idée de cette émission, est plutôt de faire un petit peu le point où on est dans les négociations, si tant est qu'elles existent. Bref, allons-y voir un petit peu ce qui se passe. Alors que actuellement les espoirs de paix semblent s'éloigner, enfin ça dépend du jour où l'on parle évidemment. Au moment où je vous parle, les négociations ont plutôt tendance à s'enliser. La guerre, de son côté, elle continue de faire rage. Nous allons donc tenter de comprendre pourquoi la paix paraît si lointaine, pourquoi les protagonistes ont tellement de mal à se parler, et donc quels sont les obstacles majeurs et quelles pourraient être les issues possibles à ce conflit qui redessine évidemment la carte de l'Europe et même au-delà de l'Europe. Pour éclairer notre réflexion, et ce qui m'a amené à rouvrir ce sujet qu'on avait déjà évidemment traité dans notre émission, c'est suite à la lecture d'un article paru dans la revue Télos, sur laquelle je m'appuie régulièrement dans notre émission, mais également sur des témoignages, des citations, des éclairages d'experts, et puis, ma foi, tout ce qu'on peut lire dans les médias chaque jour sur ce sujet. Pour commencer, je vous propose de revenir sur un épisode récent qui a beaucoup fait parler, et il s'agissait de la tentative de relance des négociations à Istanbul. Sur le papier, tout semblait réuni pour qu'il y ait un possible rapprochement. Des délégations ukrainiennes et russes se sont réunies, étaient présentes. Il y avait la médiation de la Turquie et l'attention du monde entier. Ceci étant dit, très vite, malheureusement, l'illusion s'est dissipée puisque Vladimir Poutine n'a même pas fait le déplacement et que du coup les discussions ont tourné court. Alors pourquoi cet échec? Selon toujours l'article de Télos que j'ai lu, ma foi, l'explication c'est qu'il ne pouvait en être autrement puisque tant les objectifs de la Russie sont restés inchangés et inflexibles depuis le début du conflit. De fait, pour Moscou, pour Vladimir Poutine, il ne s'agissait pas d'ouvrir de véritables négociations, mais plutôt d'afficher une posture, de gagner du temps. Le temps, a priori, joue pour la Russie, et surtout de montrer à l'Occident que la Russie ne céderait rien sur l'essentiel, et surtout ne s'actionnerait pas, j'allais dire, simplement sur un claquement de doigts de quiconque dans le monde, que ce soit les dirigeants européens ou bien même Donald Trump. Deuxièmement, donc dans notre analyse, pour bien comprendre l'attitude de la Russie, il faut quand même revenir sur les objectifs qu'elle a à faire ce conflit, puisque personne ne conteste le fait que ce soit les Russes qui aient attaqué l'Ukraine. Dès le début, donc, Vladimir Poutine, donc dès le début du conflit, Poutine a posé des conditions qui ont toutes été jugées inacceptables par l'Ukraine. 1. La démilitarisation totale de l'Ukraine, la reconnaissance de l'annexion de la Crimée et des territoires de l'Est, le renoncement à toute perspective d'adhésion à l'OTAN, et en 4, et en majeur, j'allais dire, la capitulation du gouvernement Zelensky. Et sur ces 4 objectifs, pour le Kremlin, il ne saurait y avoir de compromis. L'Ukraine doit purement et simplement se soumettre. C'est ce qu'a résumé très bien Vladimir Medinsky, le négociateur en chef russe, lors de la rencontre d'Istanbul, même s'il n'y avait pas eu réellement de discussion. Il a dit, je cite, « Nous ne voulons pas la guerre, mais nous sommes prêts à nous battre pendant 1, 2, 3,
4 ans s'il le faut, aussi longtemps que nécessaire en fait. Nous avons combattu contre la Suède pendant 21 ans sous Pierre le Grand, et la Russie est prête à se battre pour toujours. Des propos qui en disent long sur la détermination, voire l'obsession du pouvoir russe, qui n'est pas, d'ailleurs, entre nous, sur cette citation, à l'abri d'une contradiction majeure, puisque nous ne voulons pas la guerre, mais on est prêt à se battre pour toujours, par ailleurs. Donc c'est un tout petit peu contradictoire. Pour continuer, donc, du coup, se pose la question de pourquoi organiser une telle rencontre à Istanbul. Pour répondre à cette question, l'article met en lumière un aspect souvent passé sous silence. En effet, pour Zelensky et les Européens, l'enjeu n'était pas de convaincre Poutine, parce qu'on sait qu'il est inflexible et qu'il sera très difficile de le faire revenir sur ses objectifs, mais plutôt de convaincre, à l'inverse, Donald Trump, l'ancien président américain, qui s'est posé en médiateur. Médiateur, et plus que ça, puisqu'il avait dit je vais résoudre ce problème en 24 heures. Bon, du coup, donc, Trump espérait pouvoir obtenir un cessez-le-feu, voire un accord, et donc il s'était engagé, comme il le fait souvent, en parlant avant d'agir. Et donc, son objectif, à lui, était de marquer des points sur la scène internationale ou sur la scène nationale vis-à-vis de son opinion publique, qui serait ravi, il serait ravi au moins d'avoir cette promesse électorale remplie. Mais pour Kiev, pour Zelensky et ses alliés européens, il s'agissait surtout de démontrer que toute tentative de compromis avec Moscou était vouée à l'échec et que tout Trump qu'il est, ma foi, plus puissant que ne peut l'être ou plus influent que peut l'être l'Europe, par exemple, ma foi, il n'obtient pas plus de résultats que quiconque. Bref, en somme, la rencontre d'Istanbul, c'était un simulacre. En tout cas, c'était hypothèse, un théâtre diplomatique destiné à déplacer le centre de gravité de la négociation plutôt vers Washington, puisque tu es si fort, Monsieur Trump. Allez, vas-y, trouve-nous la solution. Revenons sur l'intransigeance russe. Pour essayer de la comprendre, il faut se pencher sur la vision du monde de Vladimir Poutine et de son entourage. Pour eux, l'Ukraine n'est pas seulement un voisin, c'est une terre russe, un élément central de l'identité nationale. Le régime ukrainien actuel, démocratique, tourné vers l'Occident, est perçu comme une menace existentielle. Dans la vision du Kremlin, l'Occident cherche à détruire la civilisation russe et l'Ukraine n'est qu'un pion dans cette stratégie, tout simplement. Donc l'Ukraine, si on la regarde d'un point de vue géographique, effectivement, c'est une avancée dans ce territoire qui était soviétique autrefois. Et c'est ça le fond de l'obsession russe et des peurs russes. De fait, l'historienne Françoise Thom, dans son ouvrage Poutine ou l'obsession de la puissance, écrit, je cite, « Les adeptes russes de la géopolitique sont persuadés que l'URSS a implosé parce que Moscou n'avait pas réussi à installer son contrôle sur le Rhineland du continent. » Le Rhineland, c'est-à-dire sur les pays ouest-européens de l'Empire soviétique. L'idée d'une Russie-civilisation débouche sur celle de l'inévitable conflit géopolitique avec l'Occident. C'est bien ça, fin de citation, c'est bien ça l'obsession des Russes. De son côté, le sociologue russe Alexandre Bovdunov va, lui, de son côté, jusqu'à parler de solution finale d'un conflit civilisationnel, affirmant, je cite, « Notre but est d'anéantir l'Occident sous sa forme civilisationnelle actuelle ». Voilà pour la vision du monde de Poutine et sa guerre de civilisation. Concept quand même très ancien et pas tellement moderne, pour parler un petit peu prosaïquement. À présent, parlons de la diabolisation de Zelensky et du coup de la propagande russe qui s'abat sur cette thématique. Cette hostilité majeure se cristallise sur la personne de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Les insultes fusent du côté russe. Comme ça, pêle-mêle, on cite Sergueï Lavrov, le
ministre des Affaires puissant, le très puissant ministre des Affaires étrangères russe, qui le qualifie d'homme pathétique, Maria Zaharakova de clown, de raté, et insinue qu'il serait sous l'emprise de drogue, qu'il serait nazi, etc. On a entendu toutes sortes de commentaires pas tellement sympathiques à l'endroit de Zelensky, pour pas dire, pour être un petit peu pléonastique. Tout est fait pour délégitimer le président ukrainien, le présenter comme un pantin de l'Occident, sans légitimité, ni expérience, ni honneur. Mais derrière cette rhétorique, il y a quand même une stratégie. Faire de Zelensky le symbole de la résistance ukrainienne, mais aussi de l'agression occidentale contre la Russie. À présent, nous allons traiter de la durée de cette guerre et de sa longueur. Face aux difficultés militaires, Poutine a opté pour une politique de terreur, composée de bombardements massifs, d'attaques contre les infrastructures civiles, de ciblage des populations, et pourtant il continue d'affirmer que les Ukrainiens sont des frères, des Russes, ils sont des Russes égarés, pour le citer. Du coup, et par ailleurs pour le Kremlin, stratégiquement, c'est une victoire qui est indispensable, maintenant qu'ils se sont avancés, que Poutine s'est avancé, et Poutine a mis la barre très haut, et si haut que seule la capitulation ukrainienne pourrait lui éviter de voir son pouvoir remis en cause. Il a beaucoup militarisé la société russe, il l'a beaucoup mobilisé massivement et semble prêt à sacrifier des milliers de vies encore pour atteindre ses objectifs. En conséquence, la guerre risque donc de durer, de s'intensifier, et aujourd'hui, personne dans ce bas monde ne peut dire aujourd'hui qui va emporter cette guerre et combien de temps elle peut encore durer. Alors, on a évoqué l'échec patent de la rencontre d'Istanbul. Est-ce que cet échec marque-t-il la fin des espoirs de négociation ? C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Alors, selon l'article de Telos, c'est une réponse positive par rapport à ces espoirs, hein, donc quelque chose de pas très optimiste, puisque Poutine ne reconnaît ni le régime ukrainien ni Zelensky. Ça fait très mal démarrer toute tentative de compromis. Tant que ces lignes rouges subsistent, et évidemment, elles subsistent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, ma foi ? Eh bien, pour Zelensky et les Européens, l'enjeu était aussi de convaincre Donald Trump, on l'a dit un petit peu plus avant, que négocier avec Poutine est totalement impossible, qu'il n'y a aucune ouverture, contrairement à l'idée que s'était fait Trump. Et donc mettre Trump dans une situation où, par ses promesses, il a fait de la médiation une priorité, en promettant d'arrêter la guerre rapidement. Donc c'était le mettre face à ses contradictions, ou en tout cas ses promesses. Du coup, cet échec diplomatique de la rencontre à Istanbul, ou de la non-rencontre à Istanbul, c'est un échec clairement pour Donald Trump. Et il a désormais deux options a priori qui s'offrent à lui. La première, se désengager du dossier ukrainien en laissant l'Europe seule face à Moscou. Et c'est un petit peu ce qu'il a commencé à dire, quoique on ne sait pas, on sait jamais ce qu'il pense réellement et ce qu'il fera après avoir parlé. Et il a commencé à dire, puisque ça marche pas, puisque on peut rien faire, ma foi, je vous laisse entre vous, hein, en Europe et Russie. Deuxième option, au contraire, renforcer son soutien à Kiev et rallier le camp occidental. Autant de questions d'ailleurs, deux options pour lesquelles on n'a pas de réponse à l'heure qu'il est. Mais ça reste effectivement les deux options qui sont à la disposition de Trump. Dans les deux cas d'ailleurs, ma foi, ça nécessiterait qu'il se dédise un petit peu des propos qu'il avait tenus jusqu'ici. Concernant l'Europe, elle est à la croisée des chemins, du coup, et surtout si les États-Unis se désengagent, ma foi, les Européens vont se retrouver tout seuls et ils vont devoir assumer leur stratégie. Et peut-être la revoir. Car jusqu'où sont-ils prêts à aller pour soutenir l'Ukraine ? Personne ne connaît la question. Est-ce qu'il faut augmenter l'aide militaire, comme ça a déjà été envisagé, voire réfléchir à une implication plus directe
ma foi, la question, dans la limite des possibilités d'ailleurs militaires des Européens, la question reste très ouverte. Pour l'instant, l'Europe, elle fait bloc, plus que jamais, en particulier suite aux élections anglaises plus anciennes et surtout récentes en Allemagne. Mais la lassitude gagne quand même fortement, les opinions publiques doutent, et la perspective d'une guerre longue inquiète tout le monde évidemment en Europe. En matière de scénarios pour l'avenir, quels sont-ils pour la suite de ce conflit ? Ma foi, on évoque 3 scénarios. Le premier scénario, la guerre s'enlise, c'est le cas, sans vainqueur ni vaincu, avec des avancées mineures russes et encore plus côté ukrainien, mais avec une Ukraine donc, qui, dans ce scénario qui est soutenue par l'Occident, mais qui est quand même épuisée, et une Russie qui s'enferme dans l'autarcie et la répression. C'est un scénario qu'on pourrait qualifier de noir, quand même. Deuxième scénario un peu plus clair, un cessez-le-feu précaire, imposé par la lassitude ou la pression internationale, mais sans résolution des questions de fond, avec des positions qui se paralysent un petit peu. C'est ça l'idée de ce deuxième scénario. Quant au troisième scénario, plus sombre encore, c'est l'escalade, avec une internationalisation du conflit. Et si l'un des deux camps prend l'ascendant, ou si la Russie se sent acculée, ma foi, face au monde entier qui ne le soutient pas. Bref, dans tous les cas, la paix ne viendra pas sans un changement profond des rapports de force ou un bouleversement interne en Russie. On comprend qu'en ne faisant rien, ma foi, il ne se passera rien. Pour enrichir notre réflexion par rapport à toute la question de l'avenir de ce conflit, je vous propose 2 témoignages recueillis récemment. Celui d'un civil ukrainien qui dit, je cite, « On s'habitue à la peur, mais on ne s'habitue jamais aux pertes. Chaque jour, on espère que la guerre s'arrête, mais on sait que ce n'est pas pour demain. » Et puis, le témoignage d'un expert qui dit, je cite, « Le Kremlin est dans une logique de guerre totale, non seulement contre l'Ukraine, mais contre l'Occident. Pour eux, il s'agit d'une bataille existentielle, presque métaphysique. » Alors, est-ce qu'il s'agit d'une guerre sans fin ? Ce qui frappe actuellement, et je pense qu'on en a longuement parlé aujourd'hui, c'est l'absence de perspective à court terme. On l'a vu dans les scénarios juste avant. Les négociations sont au point mort, la guerre s'éternise, et l'Ukraine, malgré son courage et le soutien des Européens, paye un tribut humain et matériel très très important. De son côté, la Russie s'enfonce dans l'autoritarisme, la propagande et même la répression. Et elle aussi subit de pertes très très importantes. Mais pour autant, malgré tout ce qu'on vient de dire, le pouvoir de Poutine reste très solide et la société russe, malgré toutes ces pertes qu'elle subit directement, ne semble pas prête à se soulever contre Poutine. Voilà la situation, ma foi, assez sombre. Bref, il est temps de conclure notre émission. La résolution du conflit russo-ukrainien donc paraît aujourd'hui hors de portée. Les négociations récentes ont confirmé l'intransigeance russe et l'impossibilité pour l'instant d'un compromis acceptable pour Kiev. L'avenir dépendra des choix stratégiques des États-Unis, de l'Europe, de la capacité des Ukrainiens à résister encore, et de l'évolution de la situation interne en Russie, même si, comme on l'a dit juste précédemment, pour l'instant, il y a peu d'évolution, pour ne pas dire aucune. Comme le souligne l'article de Telos, que j'ai cité depuis le début, l'incertitude, je cite, ne fait même que s'accroître. La seule certitude est que le drame ukrainien est loin d'être terminé, achevé. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette 43e édition du monde tel qu'il est. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro qui sera consacré certainement à la géopolitique. On verra sur quel sujet particulièrement. D'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs de Radio Théolis,
Et restons tous vigilants face à l'actualité internationale qui nous passionne, et je sais que c'est la raison de votre présence. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était Vincent Lequen sur Radio Théoris. À très bientôt. Bonne semaine à vous.